Bonjour à tous et bienvenue dans Avocat, l'émission juridique qui vous conseille sur votre chaîne préférée. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions, questions que bien sûr vous pouvez nous adresser par mail, avocat.net, pour revoir notamment les émissions en replay. Si vous avez arrêté l'émission, vous êtes un aficionados de Avocat, eh bien vous avez toutes les émissions depuis l'origine. Donc autant vous dire que vous avez le temps de voir un peu tous nos conseils avec nos avocats qui sont là et qui vous apportent leur éclairage dans leurs matières respectives. On va commencer par les présenter. Ils sont trois avocats comme d'habitude. On commence par dire bonjour à maître Joseph Suissa. Bonjour Joseph. Bonjour Yves, les années passent et vous ne changez pas. Ah écoutez, merci. Le maquillage est peut-être pour quelque chose. Mais j'ai même compliment à vous faire parce que vous êtes un habitué de l'émission, Joseph. On parlera avec vous de plein de choses, notamment droit commercial. On verra tout ça tout à l'heure. Un plaisir. À vos côtés, tout de blanc vêtu, telle une colombe, j'ai envie de dire, la colombe du droit, merci. colombe de la paix. Voilà, c'est ça, telle de l'arche de Noé qui sort sur notre plateau. C'est Dalia Arfi Elkeim. Bonjour Dalia. Bonjour Yves. Ça va bien? Ça va et vous? Également habitué de cette émission. On parlera avec vous de droit social tout Tout à à fait. l'heure, parce que vous parlez de temps en temps également de droit commercial. Aujourd'hui, Oui. on parlera des intermittents du spectacle, mais on y reviendra en fin d'émission. Et puis à vos côtés, Pierrick Babin. Bonjour Pierrick. Bonjour Yves. Avocat fiscaliste. Oui. Le fiscal n'a plus de secret maintenant pour nos amis qui suivent vos conseils. Toujours très précis et on apprend beaucoup de choses parce que le fiscal, c'est une matière assez technique, donc c'est bien d'avoir un petit peu débroussaillé de temps en temps. Alors Pierrick, on va commencer avec vous donc, pour parler de fiscal. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 1989. Vous êtes à Paris dans le 17e. Vous avez une expérience de plus de 35 ans en matière fiscale puisque vous avez été, je rappelle, inspecteur et vérificateur des impôts, également enseignant informateur en droit fiscal, adjoint au directeur fiscal du groupe Saint-Élabo, directeur de la recherche fiscale de Lovendal Massai, j'adore le dire, avocat fiscaliste dans plusieurs cabinets. Vous intervenez pour les particuliers, également pour les sociétés. Donc vous maîtrisez vraiment la matière fiscale. Et justement, on va en parler encore une fois avec des questions qui nous sont soumises à avocat.net. Et cette question sur l'impôt sur le revenu qu'on vous pose, la réforme du régime des impatriés dans la loi de finances 2017. Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu les tenants aboutissants ? Oui, alors d'abord, que sont les impatriés? En fait, ce sont des cadres salariés qui viennent de l'étranger pour une mission temporaire en France. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les impatriés. Et ils bénéficient d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu. Et ce régime d'exonération est modifié, est amélioré par la loi de finances pour 2017. C'est des étrangers, c'est ça? Voilà. Des étrangers. Hein. Exactement. Alors d'abord, qui peut bénéficier de ce régime fiscal des impatriés? Il y a d'une part les salariés, d'autre part les non-salariés. Parmi les salariés peuvent bénéficier de ce régime, d'une part, dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, le directeur général, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance. Ensuite, dans les SARL, le gérant minoritaire, puisque en fait, pour bénéficier de ce régime particulier, il faut avoir le statut salarié. Donc ce sont tous les dirigeants qui ont le statut de salarié en matière fiscale qui peuvent bénéficier de ce régime des impatriés. Et puis aussi toute personne en fait, qui a le statut salarié dans toute entreprise ou établissement qui est imposable à l'impôt sur les sociétés. Ensuite, pour les non-salariés, il y a des conditions spécifiques qui sont un peu plus contraignantes. En fait, il faut que la personne apporte une contribution économique exceptionnelle à l'activité en France, ou bien qu'elle exerce à titre principal une activité de recherche et développement, ou bien qu'elle souscrive au capital de sociétés particulières qui sont visées par un article du Code général des impôts. D'accord, donc on va si on répond à ces critères déjà pour savoir si on est un impatrié. Exactement. Alors quelles sont après les conditions d'application de ce régime de faveur pour l'imposition à l'impôt sur le revenu? D'une part, quant à la domiciliation fiscale, il faut que la personne n'ait pas été domiciliée en France pendant les 5 années qui précèdent son installation en France. D'accord. Ensuite, seconde condition, qui est prévue par la loi, donc par le Code général des impôts, la mission en question du cadre doit être prévue pour une durée limitée. Mais là, il faut quand même noter un point particulier qui n'est pas très courant, c'est que l'administration fiscale, dans une instruction, en fait, a élargi le bénéfice de ces dispositions-là, puisque dans son instruction, l'administration fiscale dit pour une durée déterminée ou indéterminée. Autrement dit, le cadre peut être en mission en France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce critère tient plus beaucoup du coup, puisque là on élargit vraiment. Hein. Exactement. Et la caractéristique principale de ce régime fiscal de faveur des impatriés, c'est qu'il bénéficiait jusqu'à la loi de finances 2017 d'une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un certain plafond jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit. Et là, la loi de finances pour 2017 propose de porter cette durée à 8 ans. Donc, ce qui, quand même, produit... C'est une faveur importante. Oui, voilà, qui
accorde un régime de faveur important aux impatriés par rapport au régime antérieur. D'accord. Donc en tout cas, les impatriés, moi je ne savais pas ce que c'était, pour être très honnête avec vous. Donc on a une définition. Pour savoir si on a ce statut, donc on regarde si on rentre dans le cadre de ce que vous nous avez expliqué, donc dirigeant salarié, ou on peut être non salarié mais avec les conditions que vous avez rappelées. Et donc on a ce régime de faveur sur, donc vous avez dit 8 années. Oui, voilà. La loi de finances pour 2017 prévoit de porter la durée d'exonération de 5 ans à 8 ans. 5 ans, 8 ans. Voilà. C'est vraiment intéressant de savoir. Alors, le mieux, pour ne pas se tromper, c'est consulter un avocat fiscaliste pour qu'il va vous vérifier que vous êtes dans ce statut-là, et puis effectivement pouvoir appliquer cette faveur-là fiscale. Voilà. Alors ensuite, quant au détail du régime d'exonération, ce régime est différent bien sûr pour les salariés et les non-salariés. Pour les salariés, la prime d'impatriation, c'est-à-dire qui est liée au fait que le salarié se déplace de l'étranger vers la France, est exonérée en général à hauteur de 30% de son montant. Et la prime d'expatriation, alors qu'est-ce que c'est que la prime d'expatriation ? Ouais. En fait, c'est lié au déplacement à l'étranger du salarié, mais exclusivement dans l'intérêt direct et exclusif de son employeur. À ce moment-là, cette prime peut être exonérée en totalité. Et pour les non-salariés, il faut noter que c'est un régime très particulier puisque ça suppose un agrément préalable de l'administration fiscale qui s'assure que toutes les conditions que j'ai évoquées sont bien remplies et sont bien respectées. Ce qui veut dire en clair que si elles ne sont plus respectées, l'administration fiscale peut retirer le bénéfice de cet agrément aux non-salariés. D'accord. En tout cas, c'est bien clair. On se renseigne quand même pour savoir exactement dans quel statut on est, mais on a la définition et les conséquences donc, du statut d'impatrié. Merci beaucoup, Pierre-Éric Babin, pour cet éclairage sur ce point-là. On va passer à Joseph Suissa, qui est, on l'a dit tout à l'heure, un fidèle de l'émission. Il vient nous parler régulièrement de plein de sujets. Joseph, vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 1996. Et oui, déjà. Oui, déjà, ça ne se voit pas, mais quand même. Vous êtes installé à rue Marbeuf, dans le cabinet JDB, même cabinet que notre ami Dalia Felkeim. Donc l'adresse s'installe et s'affiche sur l'écran. Alors vous faites du droit commercial, droit fiscal, droit des affaires, droit social également, droit des sociétés. Donc un peu toutes ces matières-là qui mettent en relation les dirigeants d'entreprise, mais ça peut être aussi parfois des particuliers. Donc il y a beaucoup de matières qui s'entremêlent et vous pouvez effectivement gérer pour aider ceux qui viennent vous voir à votre cabinet. Alors on va parler avec vous donc de droit commercial et on va se poser cette question sur les sanctions personnelles des dirigeants d'entreprise. Alors bien sûr, on parle en cas de liquidation judiciaire, puisque lorsqu'il y a liquidation judiciaire, parfois, le dirigeant d'entreprise a des sanctions. Alors c'est intéressant, mais on parle de sanctions dans quel cas précisément Oui, effectivement, d'abord, c'est une évidence, il faut d'abord qu'il y ait une liquidation judiciaire. Et ensuite et seulement, il peut y avoir un risque à ce moment-là qu'un dirigeant d'entreprise, d'une personne morale ou bien même un dirigeant à titre en nom propre, ce qu'on appelle un dirigeant en nom propre, qui pourrait éventuellement, une fois avoir, comme on dit dans le langage courant, déposé son bilan, risquer une sanction personnelle. Alors, dans ce cas-là précis, on parlera à ce moment-là de sanctions personnelles. Alors, quels sont les conseils qu'on pourrait donner pour éviter une sanction personnelle ? Parce que j'imagine que c'est une situation qu'on veut absolument éviter. Oui, parce qu'une fois encore, la sanction n'est pas automatique. Il y a 4 conseils vraiment très importants et de bon sens qui sont directement extraits de l'expérience. Le premier, c'est d'avoir une comptabilité extrêmement bien tenue, une comptabilité d'équerre et de faire toujours ces déclarations de charges sociales et fiscales, évidemment. Bon sens. Deuxièmement, il faut absolument collaborer avec le mandataire judiciaire. Quand vous collaborez avec lui, vous démontrez que vous avez une bonne gestion de l'entreprise. Troisièmement, il faut absolument que vous payiez ce qu'on appelle les parts salariales des charges sociales. C'est d'ailleurs une obligation pénale, légale et pénale. Si vous ne le faites pas, vous risquez une sanction pénale. Et enfin, dernièrement, quand vous avez des salariés, il faut éviter d'arriver avec une ardoise de salaire impayé, et auquel cas ça va énerver le tribunal, le liquidateur, et vous êtes sûr d'avoir une sanction qui va vous pendre au nez. Alors, il ne faut pas énerver qui que ce soit. Alors, on parle de sanctions là, mais il y a combien de sanctions ? Il y a combien de catégories de sanctions ? C'est quoi en fait ? Vous avez raison, on parle de catégories. Il y a 3 catégories de sanctions. Il y a les sanctions d'ordre patrimonial, donc directement, qui font effectivement appel à la finance, les sanctions d'ordre professionnel et les sanctions d'ordre pénal. Alors si vous voulez, on peut rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, en parler. Les sanctions patrimoniales, on parle ici de responsabilité pour insuffisance d'actifs, qu'on appelle dans le langage courant le comblement de passifs. Alors c'est une sanction qui fait très mal au porte-monnaie, puisque le dirigeant d'entreprise, donc toujours d'une personne privée, pourra être condamné à payer tout ou partie du passif qu'il aura effectivement lui-même créé. Une fois encore, ce n'est pas automatique. C'est là le risque le plus important, c'est la sanction la plus crainte par les dirigeants d'entreprise. Ouais. Alors, on a également la sanction professionnelle, elles sont au nombre de 2. On a la faillite personnelle
Et on a également l'interdiction de gérer. Alors la faillite personnelle, elle a cette particularité, c'est qu'elle concerne à la fois les dirigeants d'entreprise, mais également toutes les personnes physiques qui vont avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole. Et auquel cas, elles sont également considérées par la faillite personnelle. Et là, il y a plusieurs faits qui peuvent légitimer une faillite personnelle. C'est quand on a une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, ou également quand on a un détournement d'actifs. À ce moment-là, c'est frauduleux. Ça peut effectivement entraîner une faillite personnelle. Ou alors quand on parle de dirigeant, ici on parle véritablement de détournement ou d'avoir poursuivi une activité déficitaire. Et nous avons enfin l'autre dernière sanction, c'est l'interdiction de gérer, qui elle veut tout dire à la fois quand on a dit ça. Elle peut durer, elle, jusqu'à 15 ans. Et il y a aussi, ce sont les mêmes cas que la faillite personnelle, à part un de plus, c'est que nous avons un délai de 45 jours, c'est très court, pour déclarer l'état de cessation des paiements. Et à ce moment-là, si vous ne le faites pas dans le délai de 45 jours, vous risquez aussi d'avoir une interdiction de gérer. C'est aussi quelque chose vraiment à prendre en considération très rapidement. 45 jours, ça passe vite. Alors, oui. Et une dernière sanction, si vous me permettez, ce sont les sanctions pénales. Et il n'y en a qu'une seule, c'est la banqueroute. Alors là, je dirais que c'est malheureusement, dans l'échelle des peines, c'est la plus importante. D'ailleurs, elle se passe devant le tribunal correctionnel et pas dans le tribunal de commerce. On parle ici véritablement de détournement de fonds, également de défaut de comptabilité. Véritablement, le dirigeant a considéré que l'entreprise était sa propre poche et il s'est servi allègrement. Et là, il risque quand même 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc une sanction qui est très lourde. Très lourde. Alors, vraiment une phrase, on est en retard, pour donner un dernier conseil, voilà, de bon sens qu'on doit retenir. Oui, s'il y en avait vraiment un seul, la liquidation judiciaire est un acte important dans la vie et dans la mort d'une entreprise. Et il faut absolument aller voir un avocat qui va vous assister pendant toutes les étapes de la procédure de liquidation judiciaire. C'est un conseil, je dirais, indispensable. Eh bien, on suivra ce conseil indispensable. Merci beaucoup, Joseph Suissa, pour ces explications. On passe et on termine avec Dalia Arfi El-Kaïm, qui est avocate au barreau de Paris depuis un petit bout de temps aussi, même si ça ne se voit pas, mais une belle expérience également dans le droit. Vous êtes installé, vous aussi, rue Marbeuf, dans le 8e, au cabinet donc JDB. Le site s'affiche en ce qui concerne donc, le fait d'aller vous chercher sur Internet. Alors, vous êtes avocate d'affaires. Ça comprend les matières qui sont le droit social, droit commercial aussi, société, contrat et la propriété intellectuelle. Souvent, vous ne parlez pas d'ailleurs de questions en propriété intellectuelle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On va parler de droit social avec cette question sur les intermittents du spectacle. On entend beaucoup parler. Parfois, ils sont en grève. C'est peut-être pas pourquoi. C'est peut-être en explication, en expliquant un petit peu quel est ce régime-là. Tout à fait, c'est un terme générique que tout le monde connaît et certaines personnes ne savent pas à quoi cela correspond. Alors, il n'y a pas de définition précise des intermittents du spectacle. Une chose est certaine, c'est que leur régime relève exclusivement du Code du travail. Il s'agit de salariés qui alternent des périodes d'activité et de non-activité. Et ces salariés, ainsi que leurs employeurs, cotisent à l'assurance chômage selon des règles spécifiques. Alors, lorsqu'on est en période d'activité, cela signifie que la personne qui veut prétendre au statut d'intermittent du spectacle va pouvoir cumuler plusieurs contrats à durée déterminée, mais pas n'importe lesquels, des contrats à durée déterminée d'usage. Contrairement aux CDD de droit commun, ces contrats à durée déterminée d'usage, arrivés à leur terme, n'ouvrent pas droit au versement à l'intermittent du spectacle d'une prime de précarité et ils ne peuvent pas non plus être renouvelés. Et il faut faire, exactement. Il faut faire également très attention à la succession de CDD d'usage dans le temps, puisque j'ai vu très récemment un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris au mois d'octobre 2016 qui concernait un ingénieur du son intermittent du spectacle d'un grand groupe de presse qui avait obtenu sa réintégration parce que la Cour d'appel avait considéré que la fin de ce dernier contrat valait licenciement et elle avait requalifié l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée parce que cet intermittent du spectacle avait cumulé 422 contrats pour le même employeur pendant une période de 5 ans, un grand groupe de presse très connu. On peut le considérer. Et voilà, donc il faut quand même faire attention côté employeur à ce type de situation. Alors ça, c'est pour les périodes d'activité. Maintenant, pour les périodes d'inactivité. La règle pour pouvoir prétendre à ce statut spécifique et propre à la France qui a eu souci de mettre en place ce régime pour la protection des artistes, c'est évidemment de ne plus être sous contrat, d'être inscrit en qualité de demandeur d'emploi. Pour les artistes, alors il faut avoir cumulé 507 heures pendant 319 jours, c'est-à-dire 10 mois et demi. Les activités peuvent être déclarées soit en heures,
soit en cachet. Et quand c'est en cachet, chaque cachet est converti en heures selon un système bien particulier. Et pour les techniciens, c'est 507 heures pour une période de 304 jours pour être indemnisé. Et le montant de l'indemnisation qui en résulte est plus élevé que dans le cas d'un salarié normal, ce qui explique les nombreuses critiques à l'égard de ce système, parce que d'un côté on protège les artistes, dans l'Europe entière on nous envie sur le plan artistique ce régime particulier, mais d'un autre côté il coûte très cher à l'assurance chômage, et c'est un des problèmes les plus importants en France, effectivement, le coût de l'assurance chômage que représentent les intermittents du spectacle. Alors pour savoir combien on touche, ça va être trop juste là pour s'exprimer sur le sujet, il y a une partie fixe et il y a une partie variable qui est égale à 40,4% du salaire journalier de référence. Donc Pôle emploi calcule et personne ne touche la même chose. Ça, c'est important de le préciser. Et après avoir été indemnisé une première fois, l'intermittent peut demander une réadmission qui correspond à la réattribution d'un nouveau droit. Donc les intermittents vont bénéficier de la même couverture sociale que les travailleurs salariés. Ils dépendent du régime général de la sécurité sociale. Il existe un fonds collectif du spectacle pour la santé, notamment, je dis notamment parce qu'on ne peut pas parler de tout, qui est alimenté par les cotisations obligatoires des employeurs auprès de la caisse audience. Et l'intermittent qui souhaite suivre des formations professionnelles dans le domaine artistique pourra s'adresser à l'AFDAS, qui est un organisme créé par l'État et qui gère sur le plan national l'ensemble du dispositif de la formation professionnelle, qui peut financer ces formations grâce aux contributions obligatoires des employeurs. Donc c'est très clair, un peu technique, mais c'est pour ça qu'il faut aller voir un avocat pour, si on veut faire, et on est dans ce statut, comprendre effectivement quels sont ses droits et ses obligations. Merci beaucoup à tous les trois pour ces explications sur tous ces sujets. On vous retrouve très très prochainement pour un nouveau avocat. Vos questions et le replay sur avocat.net. À bientôt.